Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous et à toutes. Je suis content de vous retrouver pour un nouveau direct. Aujourd'hui, on va parler de surpoids, d'obésité et on est vraiment chanceux parce que je ne vais pas vous parler de ça moi tout seul. Je vais vous parler et on va vous parler de surpoids et d'obésité. Et on a la chance d'avoir deux médecins, la mère et la fille, Danielle Perrault, donc docteur Danielle Perrault et docteur Jessica Perrault-Bishop. Je suis vraiment content de faire ce direct avec vous. Pourquoi je prends du poids et qu'une autre personne n'en prend pas avec un style de vie équivalent au mien. Daniel, Jessica, lorsque vous rencontrez des patients, j'imagine que c'est une phrase que vous entendez souvent. Comment on voit tout ça, comment on explique tout ça quand on met les pieds sur le pèse-personne, quand on prend notre tour de taille, quand on se regarde, quand on voit l'évolution du corps au fil des mois, des années, et qu'on se dit, ben c'est pas juste, il y a quelqu'un d'autre qui a les mêmes habitudes que moi, puis cette personne-là prend pas de poids. On dit quoi à ces gens-là? Oui, mais peut-être on peut tout de suite dire que dans l'évolution de l'humanité de l'homme, là, les mécanismes pour prendre du poids sont beaucoup plus efficaces que ceux de le perdre. Ça reste qu'une Mhm. lutte pour le perdre. Alors, très facile de gagner du poids. Maintenant, les critères ou les facteurs qui influencent, il y a la génétique. Donc, si vous avez évidemment hérité de gènes qui favorisent l'obésité, c'est un point qui est important. Il y en a 300 et puis ils jouent plusieurs rôles pour prendre plus facilement du poids par rapport à une autre. Il y a aussi, et je laisse la parole à Jess avec les médicaments. Oui, donc plusieurs médicaments, on sait, ont des effets secondaires en fait de prise de poids. C'est pour ça que c'est important quand même de vérifier avec votre médecin, est-ce que mes médicaments que je prends sur une base régulière auraient cet effet-là? On peut déjà attaquer ça de front. Puis en fait, il y a plusieurs mécanismes qui expliquent cela. Ça, en fait, il y a certains médicaments qui vont diminuer votre métabolisme de base. D'autres vont augmenter votre appétit. D'autres vont même augmenter la stimulation là, des graisses, littéralement. Fait que c'est super important de faire le tour avec votre médecin. J'ai une question, La... Jessica, pendant que je me suis mêlé dans mes pitons. Est-ce qu'il y a des noms de médicaments qu'on peut donner qui peuvent influencer tout ça ou c'est Oui, trop spécifique? absolument. Ben, on voulait en parler, mais en même temps, on était comme, ah, c'est-tu trop spécifique, Non, justement. non, Fait pas que du tout. Ouais. ceux qui ralentissent le métabolisme, c'est des médicaments qu'on va souvent retrouver dans l'hypertension ou dans des arythmies. On a les bêta-bloquants. Donc, métoprolol, bisoprolol, là, c'est un peu ceux-là qui peuvent nous causer des problèmes. Ceux qui agissent sur l'appétit, malheureusement, les antidépresseurs en font grandement partie. Pas toutes les classes, mais certains. Et il faut donc savoir que ça peut augmenter notre faim, surtout pour les sucres. Alors, Hmm. on a des envies de sucrer, puis on a des envies de manger plus, donc ça peut faire prendre du poids à la longue. Puis, pour la formation des graisses, ben c'est un peu plate, mais c'est des vieux médicaments contre le diabète qui font ça, entre autres les sulfonyluréas, donc diamicron, et l'insuline. Donc, malheureusement, ils vont provoquer en fait la production de graisse, mais en plus des chutes de sucre. Puis ça Hmm. va vous donner envie de manger et probablement manger des plus grandes quantités, donc tomber dans l'hyperphagie. Et j'imagine que, bon, il y en a beaucoup d'autres, mais tu nous as donné des exemples très, très concrets. Et parfois, on peut ne pas le savoir et ça contribue à justement cette asymétrie quand on se compare avec quelqu'un d'autre qui semble pas prendre du poids, Ouais. contrairement à nous. Donc, merci de ces précisions-là. Daniel, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, mais il reste que c'est notre rôle, nous, comme médecins, de prévoir le coût, Mhm. de dire, écoutez, ça va vous donner la faim, voici ce que vous pouvez faire pour l'éviter. Alors, c'est notre responsabilité ici de discuter de ça avec nos patients. Puis, il y a des médicaments qui sont peut-être le meilleur choix par rapport à un autre. Et donc, vous ne Mhm. laissez pas tomber vos médicaments parce qu'il faut soigner la tension artérielle et le diabète. Et ça se discute avec, évidemment, un médecin ou un professionnel de la santé, une IPS, une infirmière clinicienne qui va pouvoir vous guider là-dessus, là. Toujours pour rester dans le même thème, moi, je me suis toujours posé la question comment on fait pour comparer l'alimentation avec notre alimentation avec l'alimentation d'une autre personne. Donc, si j'ai l'impression que quelqu'un d'autre qui a la même peut-être morphologie que moi, qui a peut-être la même alimentation, peut-être qu'il y a des différences au niveau de l'alimentation. Donc, j'imagine que c'est un critère aussi, Jessica ou Daniel, quand Yes. on veut comparer Oui, justement comprendre en fait pourquoi il y a cette asymétrie entre deux personnes qui mangent la même chose mais qui pèsent pas la même chose finalement. oui, ben ça reste que mange la même chose. Des fois, c'est le choix de l'aliment. Donc là rentre le concept de ce qu'on appelle l'indice glycémique. Ok, l'indice glycémique là, ça reflète la rapidité avec laquelle un aliment va être digéré, converti et retrouvé sous la forme de sucre dans votre sang.
Donc, plus le sucre ou enfin le glucose dans votre sang augmente à la suite d'une consommation d'un aliment, plus son indice glycémique va être élevé et plus il va donner faim rapidement. Je vous donne un exemple. Ok. Le classique, c'est je prends mon bagel blanc le matin ou je prends mon pain blanc le matin. Bien, vous allez avoir faim 2 heures après. Pourquoi? Parce que justement, il va augmenter tellement vite votre sucre dans votre sang, ça va faire un rush d'insuline, puis là, pouf, votre sucre va tomber rapidement et ça va vous donner faim rapidement. Pour être un peu plus rassasié, ce qu'on recommande, c'est surtout d'aller vers les fibres. Donc, les fibres vont diminuer l'absorption des sucres, puis ça va vous rassasier vraiment plus longtemps sur plusieurs heures. OK. Donc, on a aussi le type d'aliment. Il y a d'autres critères aussi. Par exemple, les gens qui sont des adeptes ou qui ont déjà fait l'expérience une fois ou deux de régime extrême. J'imagine que lorsqu'on s'impose tant de régimes extrêmes, ça peut avoir une influence sur notre prise de poids ou notre non-prise de poids. Ben, c'est ça qui est un peu triste dans toutes c'est surtout les femmes qui se mettent à la diète alors qui ont fait des régimes à répétition, des régimes où ils ont pu perdre 10% de leur poids, mais qui les reprennent toujours. Et là, le problème, on vous a parlé de l'hypothalamus puis le cerveau, mais là, le cerveau vous joue un tour et vous dit, pour les mêmes glucides ou pour les mêmes calories que tu as pris, il va t'en falloir beaucoup moins pour pas gagner du poids ou même pour perdre du poids. Alors, vous prenez quelqu'un qui fait un régime pour la première fois par rapport à celle qui a fait ses diètes à répétition. Alors, juste avec il va falloir qu'elle descende dans un taux de calories très, très bas, ce qui n'est pas viable. Alors ça, c'est aussi à éviter, c'est toutes ces diètes sévères et qui sont vraiment à proscrire, d'autant plus qu'elles ne sont pas efficaces à long terme. Et je me permets aussi de faire ce petit rappel sur l'hypothalamus, qui est cette glande ou cette structure à l'intérieur du cerveau, pour le dire très simplement. C'est un peu comme un chef d'orchestre qui est impliqué, entre autres, dans le contrôle impliqué dans le surpoids et l'obésité. Pour le dire vraiment très simplement, on en a déjà parlé. Vous allez trouver aussi d'autres vidéos sur ma chaîne qui entrent dans les détails. Mais donc, lorsqu'on a des régimes extrêmes, ça a un lien pas juste sur notre ventre, mais aussi ce qui se passe dans notre biochimie à l'intérieur du corps. Et tu l'as bien expliqué, Jessica, toi aussi, Daniel. Donc, les régimes extrêmes. Et l'idée, là, c'est pas de culpabiliser les gens, c'est pas de dire, vous avez un régime extrême. Donc, non, c'est juste que d'en prendre conscience, ça nous permet de mieux comprendre, de peut-être avoir moins de variables inconnues et peut-être d'être mieux aussi dans notre corps lorsqu'on comprend mieux. Il y a un autre élément aussi qui a sûrement un effet sur l'hypothalamus. Jessica ou Daniel, le manque de sommeil, ça peut avoir un effet aussi sur la prise de poids. Et d'ailleurs, je l'ai découvert avec la recherche pour faire cette émission avec vous. Saviez-vous que le manque de sommeil fait augmenter une hormone dans l'estomac, une hormone qu'on appelle la ghrelin, qui est fabriquée par une partie des cellules de l'estomac et qui va vous dire « j'ai faim », et qui va aussi avoir, le manque de sommeil va aussi avoir un impact sur le cerveau, alors que le sentiment de satiété est jamais accompli. Donc, vous allez manger davantage ou avoir le goût de manger davantage, même si vous n'en avez pas besoin quand vous manquez de sommeil. C'est important et on ne fait pas le lien. Et quand on y pense, lorsqu'on est très fatigué, souvent, on est un peu comme déréglé, un peu comme si on était en décalage horaire. Et quand on est sur le décalage horaire, souvent, ça perturbe l'appétit. Donc, de savoir que le manque de sommeil peut contribuer à ces changements liés à l'appétit, notamment à la faim, ça peut être une façon de mieux comprendre aussi ces différences entre deux personnes qui mangent supposément la même chose, mais qui n'ont pas le même poids. Il y a un autre élément aussi qui est important, qui est un sujet délicat, parce que si ça nous concerne, on se sent interpellé. Parfois, juste à en entendre parler, on se sent peut-être pas toujours très bien avec cet élément-là, mais l'élément, c'est les antécédents psychiatriques. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus, Daniel ou Jessica? Oui, en fait, il existe vraiment une association entre les troubles de santé mentale et l'obésité. On parle de surtout troubles de l'humeur, le déficit d'attention et d'hyperactivité, les troubles anxieux et les troubles de la personnalité. Donc, il faut vraiment que nous, comme médecins, on recherche ces affectations-là auprès de nos patients parce que ça va vraiment permettre qu'on les prenne bien en charge pour considérer toutes les facettes impliquées là, dans l'obésité. Et j'imagine que c'est aussi quand même un peu délicat, puis en même temps, dans le bureau du médecin, ou du physiothérapeute ici au Québec ou du kinésithérapeute de l'autre côté de l'Atlantique, moi, les gens vont pas nécessairement me parler de leurs antécédents psychiatriques, même si on fait un examen à la première rencontre. Donc, ça reste un sujet délicat. Mais de le savoir, peut-être aussi que ça pourrait les internautes, peut-être en parler aussi à votre professionnel de la santé pour voir s'il y aurait peut-être pas un lien avec ça. Donc, pourquoi une personne est
prend plus de poids ou moins de poids qu'une autre. Vous nous avez donné vraiment des bonnes pistes aussi de réflexion pour mieux comprendre. On aurait sûrement pu ajouter beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de questions aussi avec ce sujet-là en lien avec la ménopause, en lien avec l'avancée en âge. On reviendra sur ces sujets-là. Je pense que c'est un sujet en soi. On ne vous oublie pas. Puis, on va revenir avec ce sujet-là. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce direct. Merci Daniel, merci Jessica d'avoir répondu aux questions, d'avoir été si dynamique et si pertinente. J'espère que vous avez aimé l'expérience et qu'on pourra la refaire. Donc, merci à vous aussi, les internautes, d'avoir été là, d'avoir posé vos questions. Et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo et à bientôt. Shh.